Votre carrefour de l'information se poursuit sur Médien TV. Merci si vous nous rejoignez. Tout de suite, votre journal dont voici les titres. À la une de l'actualité, ce cataclysme, la décision du président américain Donald Trump. Il a annoncé hier qu'il reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Confirmant les craintes de la communauté internationale, il a donc demandé le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Réaction diamétralement opposée entre Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou. Vous le verrez, le président de l'autorité palestinienne a immédiatement condamné cette décision, tandis que le Premier ministre israélien a lui salué un jour historique. Et puis au Maroc, avant l'annonce de Donald Trump sur instruction royale, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a remis officiellement à Stephanie Milei, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Rabat, un message du roi Mohamed VI, message dans lequel le souverain exprime sa profonde préoccupation au sujet de la décision de Donald Trump. C'est donc une décision qui marque une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs et qui suscite une vague de réprobation au Proche-Orient et au-delà. Donald Trump a bien fait son annonce hier à 18h GMT. Le président des États-Unis a officiellement reconnu Al-Quds comme capitale d'Israël. Il a ordonné les préparatifs pour le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers la ville sainte. Anissa Araou. En dépit de très nombreuses mises en garde et alors que pour les Palestiniens ce transfert représente la ligne rouge, Donald Trump persiste et signe. Il a demandé mercredi l'organisation du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Si Donald Trump dit revendiquer une nouvelle approche du conflit israélo-palestinien, cette décision aurait dû, selon lui, être prise depuis longtemps. Il s'agissait d'une promesse de campagne qui pourrait mettre le feu aux poudres dans une zone où la paix reste très fragile. Par ce déménagement, les États-Unis reconnaissent de facto Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël, alors même que la communauté internationale n'a pas reconnu la souveraineté israélienne sur Jérusalem et considère Jérusalem-Est, partie palestinienne, comme territoire occupé. L'ONU a répété mercredi que le statut de la ville devait être négocié entre Palestiniens et Israéliens. Si aucun calendrier n'a été fixé, le président Donald Trump ordonne la préparation du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Actuellement, toutes les ambassades étrangères sont installées à Tel Aviv. En 1995, le Congrès américain avait adopté le Jerusalem Embassy Act, appelant les États-Unis à déménager l'ambassade. Mais jusqu'à présent, les présidents américains avaient systématiquement repoussé son application. L'autorité palestinienne, interlocutrice des États-Unis, d'Israël et de la communauté internationale, avait déjà prévenu que cet acte discréditerait les États-Unis comme intermédiaire impartial du processus de paix. Sur les réactions suite à cette annonce, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a salué comme un jour historique la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a aussi affirmé que la décision du président américain ne changerait rien en ce qui concerne les lieux saints des trois grandes religions monothéistes, affirmant l'engagement israélien à maintenir le statu quo. Jérusalem abrite des lieux sacrés pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, dont le troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade des mosquées. Cette décision est un important pas vers la paix, a également ajouté le Premier ministre israélien. La réaction du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas est loin d'être aussi optimiste, bien au contraire. Selon Mahmoud Abbas, les États-Unis ne peuvent plus jouer leur rôle historique de médiateur de paix avec les Israéliens. Le président palestinien estime cependant que l'annonce de Donald Trump ne changera rien à la situation de la ville de Jérusalem, qui reste, selon lui, la capitale éternelle de l'État de Palestine. De son côté, le Hamas a jugé que cette annonce ouvrait, je cite, les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région. Les groupes palestiniens ont appelé à 3 jours de rage. Avec cette décision qui était l'une des promesses emblématiques de sa campagne, Donald Trump prend le risque de saper les timides espoirs de reprise des négociations, tout en risquant de provoquer une poussée de fièvre dans la région. Les Palestiniens ont justement prévu aujourd'hui un rassemblement à Ramallah, en Cisjordanie, territoire occupé par l'armée israélienne depuis 50 ans. La veille, signe d'une grande colère dans la bande de Gaza, ils étaient des centaines à avoir brûlé des drapeaux américains et israéliens, mais aussi des portraits du président américain.
Au Maroc, après sa lettre adressée à Donald Trump pour le mettre en garde avant son discours, le roi Mohammed VI a également adressé hier un message à Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Un message pour lui faire part de sa profonde inquiétude. Anissa Araou. Donald Trump a fait savoir à plusieurs dirigeants de la région qu'il souhaitait transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. En sa qualité de président du comité Al-Quds, le roi Mohammed VI a adressé un message au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Dans cette correspondance, le souverain estime qu'il s'agit d'une tentative d'imposer un nouveau fait accompli en violation des résolutions de la légalité internationale. Le souverain y a aussi exprimé sa profonde préoccupation personnelle ainsi que la grande inquiétude ressentie par les États et les peuples arabes et musulmans. Le roi Mohammed VI a affirmé que l'idée d'une prise d'une telle décision risque d'agiter le spectre des conflits religieux et confessionnels, altérer les efforts internationaux pour la paix et attiser les violences et l'extrémisme. Le souverain l'affirme avec détermination, la préservation du statut d'Al-Quds est indissociable du processus de paix. Toujours dans son message adressé au secrétaire général des Nations Unies, le roi Mohammed VI a rappelé qu'Al-Quds était partie intégrante des terres spoliées des Palestiniens, mais également la cause de la Oumma arabe et islamique, suggérant par la même occasion à Antonio Guterres de dissuader l'administration américaine de prendre une quelconque mesure se rapportant à Al-Quds. Je vous le disais en titre, sur instruction royale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a notamment convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Rabat, Stephanie Miley. Au cours de cette réunion, Nasser Bourita lui a officiellement remis le message adressé par le roi Mohammed VI à Donald Trump. Un message arrivé donc avant l'annonce du président des États-Unis et dans lequel le souverain exprimait sa profonde préoccupation. Le message du souverain insistait également sur la centralité de la question d'Al-Quds, le refus de toute atteinte à son statut juridique et politique, mais aussi la nécessité de respecter sa symbolique religieuse et de préserver son identité civilisationnelle ancestrale. À la demande de 8 pays sur 15 qui forment le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce dernier se réunira en urgence demain matin. Le Conseil doit évoquer d'autres sujets à partir de 15h GMT. La question de Jérusalem interviendra juste après. Parmi les pays qui ont demandé cette réunion d'urgence, le Royaume-Uni, l'Égypte ou encore le Sénégal, mais aussi la France. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision américaine. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron alors qu'il se trouvait hier à Alger. Il était donc en Algérie pour une brève visite où il devait annoncer plusieurs gros contrats, évoquer la lutte antiterroriste mais aussi la crise au Moyen-Orient. Il s'est d'ailleurs exprimé sur les relations entre la France et l'Algérie. Selon lui, les deux pays doivent avoir des relations beaucoup plus développées qu'aujourd'hui. Il a également appelé les Algériens à ne pas rester otages du passé douloureux qui les lie. Le président français a notamment rencontré durant 1 heure son homologue Abdelaziz Bouteflika dans sa résidence médicale à l'ouest d'Alger. La visite d'Emmanuel Macron a une fonction essentiellement diplomatique. Il s'agit de maintenir les relations entre la France et l'Algérie, comme nous l'explique Abdelkader Abderrahim, chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. C'est un voyage qui a une fonction essentiellement diplomatique. Il faut quand même essayer de maintenir à minima cette relation bilatérale qui a toujours été compliquée et qui l'est plus aujourd'hui encore en raison de l'état de santé du président algérien qui est absent et qui n'est plus en mesure d'assurer les charges de sa fonction. Donc c'est très difficile d'avoir un interlocuteur de l'autre côté de la Méditerranée pour la France. Mais malgré tout, l'Algérie, c'est un pays important, c'est un pays qui compte. C'est aujourd'hui le pays le plus vaste en Afrique. C'est la deuxième armée du continent. Pour la France, c'est important parce qu'il faut avoir un interlocuteur au moins pour ce qui concerne les questions de sécurité et de migration. Même si on sait que les diplomates se parlent, que les ministres voyagent et se voient régulièrement, on ne voit pas en revanche de projet global de l'Algérie dans son environnement maghrébin et méditerranéen et dans son espace stratégique. Beaucoup ont vécu l'enfer dans les camps de détention libyens, mais dans le cadre d'un plan de rapatriement d'urgence mené par le Nigeria, 144 ressortissants nigérians sont arrivés mardi soir à Lagos. Ils sont partis donc de Libye au départ de Tripoli. C'est un sujet d'Awa Diop. Ils sont plus d'une centaine de Nigériens de retour de la Libye. Un avion spécial a été affrété depuis Tripoli.
Cet immigré est heureux de rentrer chez lui sain et sauf. Dès que je suis arrivé sur les lieux, un contrebandier m'a demandé une petite somme d'argent avant qu'il n'ait dit que je devrais payer environ 2000 Naira, soit environ $540. Seul ou en famille, la majorité des migrants interceptés en Libye ont vécu des atrocités dans les camps de détention. L'un d'entre eux raconte l'horreur. S'ils vous enferment dans une pièce, vous mangez à peine. Vous faites tout sur place et chaque matin, on était sévèrement battus juste pour nous forcer à payer l'argent pour y aller. Et même si vous payez l'argent pour rentrer à la maison, une autre personne viendra toujours vous arrêter de nouveau. Même si les vagues de rapatriement se poursuivent dans divers pays d'Afrique subsaharienne, le défi principal est de convaincre les jeunes tentés de braver les frontières européennes qu'ils peuvent bien réussir chez eux. La chose la plus importante pour eux est de les convaincre de rester. Parce que l'on voit souvent certains reprendre le chemin de l'immigration. Par exemple, quelqu'un qui a été rapatrié en mars dernier est retourné en juillet. Donc vous avez un certain nombre d'hommes qui reprennent le chemin de l'immigration malgré tout. Il faut leur dire la vérité. Tous les pays du monde font face à des difficultés. L'Union africaine et ses États membres comptent rapatrier plus de 15 000 migrants bloqués en Libye d'ici la fin de l'année. L'Organisation internationale pour les migrations signale plus de 423 000 migrants identifiés en Libye. La majeure partie d'entre eux sont issus des pays de l'Afrique subsaharienne. Allez, on termine ce journal en Tunisie avec le concert Horizon Andalou qui a marqué l'ouverture des Journées du Maroc mardi à l'Acropolium de Carthage. Flamenco, jazz, musique, il y avait de quoi ravir les mélomanes. Un concert qui a eu lieu dans le cadre des Journées du Maroc en Tunisie, journées qui se tiendront jusqu'au 19 décembre. Najwa Bechaïete, regardez. Des rives de la Méditerranée aux portes du Sahara, le spectacle Horizon Andalou illustre cette histoire de rencontre entre Ali Aloui et ses musiciens, issus du flamenco, du jazz et de la musique classique, qui unissent leurs talents pour rendre hommage à l'héritage musical commun entre la Tunisie et le Maroc, dans le cadre des Journées du Maroc en Tunisie. On présente la culture marocaine avec un nouveau style de musique. On prend de la tradition. On fait des arrangements, on fait des travaux. Et ce qui est plus important, c'est que chaque musicien de l'orchestre, il faut qu'il amène sa touche à lui. Et les musiciens apportent aussi de leurs univers, que ce soit le jazz, les musiques du monde, la musique classique. Tout ça, ça fait une rencontre des cultures, mais autour de la culture arabo-musulmane. Les Journées du Maroc à Tunis se célèbrent du 5 au 19 décembre. La culture, le dialogue et le bon voisinage. C'est un moment de fusion aussi artistique. Ces journées culturelles accordent une importance particulière au débat démocratique. Il y aura ainsi des tables rondes sur les droits de l'homme, sur l'éducation à la citoyenneté, sur l'autonomisation de la femme. Le Maroc, c'est un pays frère, c'est un pays ami, c'est un pays où les dénominateurs sont conjugués entre langue, coutumes, habitudes, religion. S'inscrivant dans le cadre de la décentralisation, une journée dédiée au court-métrage sera organisée à Monastir, la ville côtière du Sahel tunisien, avec le soutien du centre cinématographique marocain. Le dialogue et le bon voisinage. Les Journées du Maroc en Tunisie représentent une belle initiative qui devrait consolider le flux culturel existant entre la Tunisie et le Maroc et constituer un tremplin pour approfondir la connaissance réciproque entre les deux peuples. Najwa Bechaïete, TV, Tunis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Médien TV.